Et si nous parlions un peu de sciences de la vie et de la Terre, notamment par exemple dans une première partie, il y en aura beaucoup d'autres sans doute, et concernant le programme de seconde, le nouveau programme à partir de la rentrée 2019, sciences de la vie et de la Terre, donc au lycée, une organisation au niveau cellulaire, au niveau d'un organisme en fait, qui sera en lien avec de grandes fonctions que la vie peut offrir aux êtres vivants. Il existe des êtres vivants unicellulaires, donc qui ne contiennent qu'une seule cellule. Rappelons qu'une cellule, c'est une unité structurale et fonctionnelle. Alors la fonction est assurée par un métabolisme. Alors s'il s'agit d'un être unicellulaire, le métabolisme sera dans cette cellule unique. À l'intérieur de la cellule, donc quand on dit à l'intérieur, ça sous-entend qu'il y a une structure et qu'à l'intérieur de cette structure, il y a une fonction, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques qui conduira à la vie de la cellule. Cet ensemble de réactions chimiques s'appelant le métabolisme. Donc une cellule, c'est une unité qui a une structure et une vie, c'est-à-dire un métabolisme à l'intérieur même de cette structure qui sépare le milieu intérieur du milieu extérieur. Il s'agit là d'une membrane. Mais il existe également des êtres vivants pluricellulaires, c'est-à-dire qui contiennent très souvent un très grand nombre de cellules. Alors, toutes les cellules d'un organisme n'ont pas la même fonction, même si elles possèdent en elles-mêmes le même patrimoine génétique. Mais seulement certains gènes vont s'exprimer et de ce fait, il y aura une spécialisation cellulaire. Donc, unicellulaire, pluricellulaire, et que ces organismes soient... Enfin, c'est quoi un organisme? C'est un ensemble de cellules qui va avoir une certaine fonction. Mais, si on prend l'exemple de l'homme, par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'organes qui ont chacun leur fonction propre. Donc, un organisme, un être vivant, en fait, c'est un ensemble de cellules qui auront chacune une fonction particulière. Alors, lorsque ces cellules ont la même fonction, on parle de tissu. Donc, que les êtres vivants soient végétaux, animaux ou champignons, il y a toujours les mêmes grandes fonctions assurées, qui sont des fonctions de nutrition. Alors, quand on parle de nutrition, on parle aussi bien de l'alimentation que de la respiration. Alors, l'alimentation ayant pour but de manger, c'est pas vraiment le but, mais au cours de la digestion, transformation des aliments en nutriments qui vont pouvoir passer dans le sang et aller rejoindre les cellules de l'organisme. C'est une première fonction de nutrition, transformation d'un aliment en nutriments, qui auront un rôle évidemment dans le métabolisme à l'intérieur même des cellules. Et quand on dit respiration, on parle de l'inspiration et de l'expiration, dont l'objectif premier est de faire passer du dioxygène dans le sang. Et ce dioxygène ira ensuite dans les cellules, où là, une oxydation des nutriments, en l'occurrence du glucose, permettra la production d'énergie et permettra à la cellule d'assurer la vie.
Donc, ces grandes fonctions de la part des êtres unicellulaires ou pluricellulaires sont la nutrition, la reproduction également, la défense et les relations avec l'environnement. On peut se demander comment ces êtres vivants sont organisés et comment ces organisations d'êtres vivants permettent d'assurer ces fonctions vitales, donc ces grandes fonctions dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire nutrition, reproduction, défense et relations avec l'environnement. Alors, il y a bien sûr beaucoup de façons d'aborder le problème. La première façon d'aborder le problème est d'observer dans un premier temps des êtres vivants unicellulaires de manière à prendre conscience du fait que cette cellule unique est capable d'assurer ces grandes fonctions. Alors on peut s'amuser à observer au microscope optique des cellules. Alors ça peut être n'importe quelle cellule, mais si on parle de cellules, d'êtres vivants unicellulaires, on va prendre une cellule unique, qui vit seule, par exemple des levures, des euglènes. Commençons par observer au microscope optique des euglènes. Pour cela, il s'agit d'avoir une préparation. Dans un RLN, par exemple, il faut préparer en amont une culture qui permet d'obtenir des euglènes. Et alors, on peut s'amuser à prélever une goutte du milieu naturel ou artificiel. Ici, par exemple, c'est un milieu naturel dans le sens où, par exemple, ces euglènes, on peut aller les chercher dans une mare, dans la forêt, lorsque le temps s'y prête, évidemment. Ce n'est pas en plein hiver qu'on va trouver des euglènes. Donc, on prend une goutte de culture que l'on a créée, que l'on a fait nous-mêmes, ou alors que l'on est allé chercher dans la nature, et où se sont développés ces êtres vivants unicellulaires, en l'occurrence ces euglènes. Alors, les euglènes, c'est quoi? C'est un être vivant unicellulaire. Déjà, et quand on regarde bien, il est vert. Vert, ça fait penser tout de suite à photosynthèse, chlorophylle, chloroplaste. Bon. Donc, l'euglène, c'est un être vivant unicellulaire qui vit dans des eaux douces et des eaux claires. Alors, on ne va pas trouver d'euglène dans la mer. Mais par exemple, allez vous promener dans la forêt, il y a une petite mare, c'est plus ou moins vert, il y a des lentilles, il y a des ceci, il y a cela. Et on peut voir quelquefois des êtres vivants se déplacer très rapidement, donc des petites cellules se déplacer très rapidement, et bien ce sont des euglènes. Alors la façon de les repérer, elles sont vertes. Donc une euglène, elle est capable de produire de la matière organique, puisqu'elle est capable de vivre toute seule. La matière organique, c'est quoi? Ce sont glucides, lipides, protéines, globalement. Donc, elle est capable de produire sa matière organique dont elle a besoin grâce à la photosynthèse et en l'occurrence grâce à des organites que l'on appelle des chloroplastes et qui, eux, vont assurer la fonction de photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique en rejetant, entre parenthèses, du dioxygène. Et cette euglène se multiplie par division dans le sens de la longueur. Bon, donc si on observe une euglène, évidemment, qui se balade dans une mare, on ne verra peut-être pas les euglènes en train de se diviser. Bon, voilà. Donc on voit, si on regarde d'un petit peu plus près, au microscope optique, on voit un flagelle, signe que les euglènes sont capables de se déplacer. Alors, pour aller chercher ici et là les nutriments dont elle aura besoin. On voit du vert. Donc ce sont, on l'imagine en tout cas, des chloroplastes. Et on peut distinguer, mais bon, il faut avoir certaines connaissances pour être capable de dire ce que je vois est un noyau. Et le noyau contient le matériel génétique dont nous parlerons dans d'autres cours.
On peut s'amuser à observer également des levures. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les euglènes sont des algues unicellulaires. J'ai oublié de vous le dire. On peut s'amuser à observer également des levures. Les levures sont des champignons unicellulaires, microscopiques évidemment, donc on regarde au microscope optique, et une levure va se nourrir en prélevant des nutriments dans son milieu. Elle se reproduit par bourgeonnement, donc, et non pas longitudinalement, comme dans le cas des euglènes. Donc, si on regarde au microscope optique, on peut voir des levures que l'on cultive dans un herlène, par exemple, qui est dans un milieu nutritif, en fait, et on peut observer très facilement des petites sphères, des petits ronds, en fait, qui sont bien des levures. Alors on imagine, on regarde, on se dit, il y a ici le cytoplasme, ici on imagine le noyau, membrane cellulaire, une paroi protectrice. Bon, il faut avoir certaines connaissances pour être capable de dire que ceci est cela. Ensuite, après avoir observé des êtres vivants unicellulaires, on peut regarder des êtres vivants pluricellulaires, notamment prendre conscience de l'organisation de certains êtres vivants pluricellulaires. En l'occurrence, nous allons prendre l'exemple de l'homme et l'exemple d'une plante. Alors, en ce qui concerne un être humain, par exemple, on voit que un corps est formé par de nombreux organes. Un des organes importants, puisqu'il nous met directement en relation avec le milieu extérieur, est la peau. Alors, la peau, elle a un rôle de défense. Bon, il n'y a pas que ça. Ensuite, on peut voir l'utérus. L'utérus, son rôle, c'est d'accueillir un enfant, donc un rôle dans la grossesse. Le cœur, qui est un autre organe, et dont la fonction est de pomper le sang. Donc, le sang arrive au cœur et repart du cœur. Alors, le mécanisme sera expliqué dans un autre cours, mais le rôle du cœur est bien d'assurer la circulation du sang à l'intérieur de l'organisme dans des vaisseaux que l'on appelle des artères et des veines. Les poumons, qui assurent une fonction de nutrition que l'on appelle la respiration pulmonaire, inspiration, expiration, l'inspiration ayant pour but de faire passer l'oxygène dans le sang et l'expiration de rejeter, entre autres, le dioxyde de carbone à l'extérieur. Les glandes mammaires, dont le rôle est de produire du lait lorsqu'il y a eu un enfant, le cerveau, donc de la communication nerveuse, les intestins, l'estomac, rôle dans la nutrition, les reins, rôle de fonction rénale, c'est-à-dire le rôle de la fonction rénale, du rein, c'est d'assurer la filtration du sang. Et voilà, donc on pourrait énumérer encore d'autres organes. Alors chaque organe est constitué d'un nombre très important de cellules qui ont tous la même fonction, et l'ensemble des organes fonctionnels dans un corps humain donne ce que l'on appelle l'organisme humain, donc le corps humain. Alors, des anomalies, bien sûr, de ces organes peuvent conduire à des problèmes plus ou moins importants. Observons maintenant les divers organes d'une plante. Alors, on peut prendre par exemple un pied de tomate. Alors, la tomate, c'est le fruit. On peut regarder la fleur, on peut observer une fleur de tomate, de pied de tomate en tout cas, où l'on voit qu'il y a... alors, il faudrait observer au microscope, faire une dissection, par exemple, d'une fleur, pour s'apercevoir qu'il y a différentes parties, les sépales, qui souvent sont vertes, les pétales, qui sont souvent colorés pour X raisons, entre autres, la coloration permet d'attirer
certains insectes qui vont intervenir dans la pollinisation. Côté masculin, on peut voir des étamines. Côté féminin, un pistil avec un ovaire et des ovules à l'intérieur. Donc voilà pour la fleur qui a un rôle bien précis, c'est celui de pouvoir permettre la formation d'un fruit, par exemple ici la tomate. Donc on voit qu'il y a donc des fleurs, des fruits, mais il y a également des feuilles. Le rôle des feuilles, c'est de produire de la matière organique par photosynthèse. Et cette matière organique, qui est produite par les feuilles, va se former dans des organites que l'on appelle les chloroplastes. Et ces chloroplastes, dans ces chloroplastes, donc la matière organique est produite, puis est diffusée au cours de la nuit, par exemple, dans tout le reste de l'organisme de la plante, à travers des vaisseaux conducteurs de sève. En l'occurrence, ici, la matière organique est transportée dans de la sève élaborée, alors que l'eau et les sels minéraux qui proviennent du sol sont, eux, transportés dans une sève que l'on appelle la sève brute. Dans cette plante, il y a également donc des tiges qui possèdent des vaisseaux qui permettent de transporter soit la sève brute, soit la sève élaborée, les racines, dont le rôle est d'absorber les sels minéraux, et l'eau. Donc nous voyons que ce soit chez l'homme, n'importe quel organisme animal ou végétal, il y a des organes qui ont des fonctions précises, dont le rôle, dont le but est d'assurer les fonctions vitales, entre autres d'assurer les grandes fonctions de nutrition que sont la reproduction, la nutrition en elle-même, la reproduction, la défense de l'organisme et les relations avec l'environnement. Alors, on n'a pas mis tellement l'accent sur la nutrition, la reproduction, défense et relations avec l'environnement. Simplement, là, on voit de manière globale un petit peu les éléments, notamment chez un organisme unicellulaire et dans l'exemple de deux organismes pluricellulaires. Donc, nous avons pu établir un lien entre l'organisation des êtres vivants et la réalisation de grandes fonctions. Donc, nous avons observé des cellules, des différents organes également, chez un être pluricellulaire, et on a pu montrer que la cellule d'un être vivant unicellulaire assure les fonctions principales qui sont vitales à sa survie. Quant aux organismes pluricellulaires, on a pu identifier les principales fonctions associées à certains organes, et donc on aurait pu faire un tableau pour préciser les choses, pour clarifier, etc. Bon, c'est pas trop utile non plus de... Là, il s'agit d'une première approche. Alors, voilà donc une première partie du cours qui a permis de comprendre certaines choses. Alors, les êtres vivants unicellulaires, pluricellulaires, pour vivre, en fait, différentes fonctions sont assurées, sont accomplies par des êtres vivants, unicellulaires ou pluricellulaires, on l'a dit. Ils se nourrissent, se reproduisent, ils peuvent établir des relations avec le milieu extérieur, c'est-à-dire avec l'environnement, et éventuellement ils peuvent se déplacer, notamment lorsqu'ils possèdent par exemple un flagelle. C'était le cas des eugléennes, donc ces algues unicellulaires, qui pouvaient se déplacer dans les petites flaques d'eau ou les petites mares, de manière à aller chercher ici et là les nutriments qui serviront à leur vie. Lorsque ces êtres vivants possèdent une seule cellule, on dit qu'ils sont unicellulaires évidemment. Alors, ils ont différents aspects, ils ont des points communs, et en tout cas, toutes les fonctions sont assurées par cette cellule unique. Concernant les organismes pluricellulaires, les fonctions sont assurées par différentes structures
que l'on appelle des organes et qui ont une fonction, qui ont la même fonction, enfin chaque cellule de cet organe a la même fonction que ses voisines. Ce sont des fonctions de spécialisation. Donc chaque organe est spécialisé dans une fonction précise et l'ensemble des organes forment évidemment ce que l'on appelle l'organisme. Donc que ce soit le cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac, les muscles, les gonades, etc., les organes sont souvent regroupés en ce que l'on appelle des appareils. Chez les plantes, alors oui, appareil, donc on peut dire appareil digestif, appareil circulatoire, appareil nerveux, donc système nerveux, appareil digestif, circulatoire, reproducteur, etc. Chez les plantes, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'une plante est une plante et n'a pas les mêmes fonctions qu'un être humain. Donc les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits même assurent autant de fonctions différentes. À noter que les fleurs, les fruits et les graines sont spécialisés plutôt dans la fonction de reproduction. Voilà, ce que l'on peut retenir, c'est que chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une cellule unique, alors que chez les organismes pluricellulaires, les fonctions sont assurées par différents organes, donc qui sont un regroupement de cellules qui ont toutes la même fonction. On parle de tissus également. Bon. Et chaque tissu, chaque organe est spécialisé dans une fonction particulière. Attends, je vais t'attacher pour les courses, ça suffit. Il y a beaucoup de trucs qui m'a vu rentrer les sacs et tout, et j'ai fait des tas de graines.